C'est parti pour un nouveau cours. Alors attendez, il y a des choses à faire. Je vais faire ça. Donc c'est un nouveau cours de STBI sur la farine. Il fait donc suite assurément au cours précédent qu'on a réalisé donc sur le blé. Donc vous avez certainement sur le site où vous êtes, que ce soit Moodle ou que ce soit mon site, vous avez accès aux documents en texte à trous que vous pouvez remplir en même temps. Alors, la farine. Préparation de la farine. En France, on produit essentiellement de la farine de blé tendre, qu'on appelle farine de froment. La meunerie va séparer les téguments et le germe de l'albumène, qui permettra de faire la farine. Grâce à des broyages à sec, suivis de tamisage, c'est-à-dire des blutages, consiste à séparer la farine du son et des autres produits de la mouture. Il reste toujours des particules d'amande sur les particules d'enveloppe. Donc là, vous devez vous imaginer le grain de blé, l'amande au centre, et puis les enveloppes autour, qui font partie du son. Et donc le but étant de séparer les différents éléments et d'arriver à des grains de farine de plus en plus fins. Il est donc important de traiter plusieurs fois les différents fragments obtenus par ces blutages. Alors, ce schéma, mouture du blé, est assez important à comprendre. C'est tout le process qui va permettre d'arriver à obtenir de la farine entière. Alors, il faut arriver déjà à comprendre. Vous pouvez faire pause là maintenant tout de suite pour essayer de vous dire, tiens, est-ce que j'arrive à obtenir 100%? Alors, la question, la colle du jour, est-ce que vous arrivez à obtenir 100%? Donc, c'est pas si simple pour arriver à obtenir 100%. Alors, déjà, je vous ferai remarquer un truc, c'est que 76, c'est 33, plus 23, plus 20. Donc, arrivé à cela, vous arrivez bien à 76. À ces 76%, vous rajoutez donc 5%, 3% et 16%. Et là, normalement, vous arrivez à 100%. Donc, c'est un pourcentage en poids, d'accord, pourcentage massique, avec les différents éléments qui vont être obtenus à partir des grains de blé qui vont être soumis à la mouture. Donc on va extraire du son, on va extraire les germes, le rémoulage bis, on va extraire le rémoulage blanc, et par étapes successives, justement avec des produits qui sont de nouveau recyclés dans le process, c'est ça qui se passe, c'est plusieurs fois le process est renouvelé, bien par étapes successives, on arrive à la fin à une farine entière. On verra ça plus précisément aussi quand on fera une annale qui est assez complexe mais qu'il faut à tout prix qu'on fasse. Parcours du grain de blé, donc il y a ce dessin qui est assez intéressant là ici parce que vous avez justement les différentes étapes avec le nom justement des éléments qui vont permettre de séparer. Alors on nous dit le nettoyage du blé dès son arrivée au moulin, donc le moulin 1, le blé est stocké dans de grands silos. Alors c'est plutôt ici, le 1, ce sont les grands silos, puis transporté par des élévateurs ou des bandes transporteuses jusqu'à des réservoirs. Ensuite, il est déversé dans les nettoyeurs séparateurs. Nettoyeur séparateur 2, donc c'est ici, il sort des silos, il est donc séparé, nettoyeur séparateur, lesquels éliminent les impuretés, enlèvent la terre, les pierres, les pailles, grains vides, les poussières et autres graines. C'est les éléments 3, 4, 5 qui sont là. Donc épierreur, émoteur, le trieur à grains. Et puis, après l'avoir nettoyé, des trieurs permettent de ne conserver que les grains de blé purs. Les grains de blé sains sont humidifiés en 6. Alors en 6, on a le mouilleur, ici, qui va permettre d'humidifier les grains. Pour faciliter la séparation de l'amande, qui est à l'intérieur du grain, de ces enveloppes qui sont donc à l'extérieur, et repose alors 24 à 48 heures dans des boisseaux à blé propres avant d'être moulus, c'est-à-dire écrasés, entre des cylindres. Donc là, on a un silo de blé propre. C'est l'étape 6. Et on va alors arriver à l'étape 7, puis étape 8, puis étape 9. Vous voyez que après l'étape 8, 9, paf, on remonte en haut, et en fait, c'est quelque chose qui recycle au fur et à mesure. Les étapes de la mouture,
Après le nettoyage, la transformation du grain de blé s'opère en 3 étapes. Le broyage, le claquage et le convertissage. Chacune de ces étapes représente plusieurs passages, donc ça se renouvelle, plusieurs passages de blé dans les machines. Le produit de chaque passage successif est tamisé selon sa taille. Donc on va filtrer en fonction de la taille et en fonction des résultats de cette filtration par la taille, eh bien, on renouvelle dans des cylindres plus ou moins forts, plus ou moins étroits. D'accord ? À chaque produit de tamisage, eh bien, on passe dans des rouleaux différents. Chaque opération complémentaire permet d'extraire un peu plus de farine. Environ 14 opérations sont nécessaires pour obtenir la farine que souhaite obtenir le boulanger. Le broyage, tout d'abord, le grain passe entre de gros cylindres métalliques, c'est l'étape 8, donc ici, étape 8, gros cylindres métalliques qui ont remplacé les fameuses meules d'autrefois. Alors j'espère que vous avez une image de cette meule, cette grande pierre ronde, un cylindre, mais qui est très horizontal, et sur lequel, en dessous, on plaçait les grains de blé, et la meule tournait en fait, et elle écrasait les grains de blé. De multiples passages dans les cylindres, aux cannelures, alors les cannelures c'est les picots qui sont ici, les cannelures sont de plus en plus fines, permettent de séparer l'enveloppe, donc à l'extérieur du grain, de l'amande. Donc le blé, comme on l'a vu dans la vidéo, alors j'espère que vous avez vu les vidéos, il faudra voir les vidéos que je vous ai mis sur le site. Le blé arrive par là-haut et il va arriver, va traverser ici, et c'est ici que se trouvent les fameux cylindres. Donc il arrive là, il rencontre les cylindres, et il passe entre 2 cylindres qui ont des cannelures différentes, des sens de rotation différents, et pourquoi pas même des vitesses différentes. Ici vous avez un cylindre lent, 100 tours par minute, un cylindre rapide de 150 tours par minute, avec des cannelures différentes. Puis, à chaque broyage, des tamis perfectionnés appelés planchisteurs, donc les voilà les fameux planchisteurs, ce sont des filtres avec des trous qui sont parfaitement de taille connue, et donc à chaque niveau en fait, à chaque niveau du planchisteur ici, eh bien vous récupérez un certain pourcentage de produits, et ces produits, selon l'endroit où ils sont récupérés, vont retourner au niveau des étapes de broyage avec des cylindres de cannelures différentes. Donc tout dépend sur quel tamis ils sont récupérés, ils sont renvoyés à un cylindre différent. Et ainsi de suite. Donc ça sort d'ici, ça passe les planchisteurs, ça ressort ici, ça repasse d'autres planchisteurs, etc., etc. Donc à chaque broyage, des tamis perfectionnés ou planchisteurs séparent les produits et les classent selon leur taille. Le claquage, il s'agit d'une réduction des semoules obtenues, opérée par des cylindres cette fois-ci lisses, pour broyer les particules encore plus finement. Donc c'est comme l'étape précédente, les cylindres, mais c'est des cylindres qui sont plus lisses. Le convertissage, ultime opération de plusieurs passages dans une série de cylindres lisses pour obtenir des produits fins jusqu'à la farine. C'est aussi le mélange des différentes farines obtenues à chaque étape de la mouture, farine de broyage, farine de claquage, farine de convertissage, qui va donner finalement la farine panifiable, utilisée par le boulanger, qu'on appelle aussi la farine entière. Donc c'est celle que l'on trouve ici, farine entière. Donc elle est constituée donc de la farine de convertissage, de la farine de claquage et de la farine de broyage. D'accord ? Les germes de blé et autres sous-produits, les sons, les remoulages bis, les remoulages bis et les rémoulages blancs, sont distingués en fonction de leur teneur en parois cellulaires des enveloppes. Composition de la farine. La composition chimique d'une farine de type 55, alors ce type 55, on aura l'occasion d'en reparler un petit peu plus tard, c'est en rapport avec la quantité, si vous voulez, des enveloppes, donc de la farine en enveloppe, c'est-à-dire c'est la partie minérale en réalité résiduelle au niveau de la farine. Donc là, comprenez par là que cette composition, c'est pour celle de type 55, mais si on avait eu un type plus élevé, par exemple, eh bien, assurément, la partie minérale serait bien différente. Donc la 55, c'est celle qui est la plus utilisée en panification, donc pour faire du pain.
Alors elle contient de l'amidon, pourcentage le plus élevé, pourcentage massique, jusqu'à 80%. C'est un glucide lent qui sera transformé par les levures en CO2, puis en glucose par l'organisme humain pendant la digestion. Imprégné d'eau et chauffé à 70 degrés Celsius, l'amidon épaissit. On dit qu'il forme un empois, l'empois d'amidon. Et c'est ce qu'on observe au niveau de l'épaissement lors d'une sauce béchamel, par exemple. Bien évidemment, cette farine elle contient un pourcentage d'eau. Le taux maximum doit être de 16% pour la conservation de la farine. Contient aussi des protéines, telles que des albumines, hydrosolubles ou des globulines, donc de 11 à 12%. Mais aussi des gliadines, qui sont, elles, solubles dans l'éthanol, des gluténines, solubles en milieu alcalin ou acide. Le gluten, c'est un complexe formé de gliadines et de gluténines, comme on a pu le voir dans le cours précédent, au niveau du blé. Il donne donc, c'est très important, l'élasticité de la pâte en panification. Il va ainsi retenir la pression du gaz carbonique, parce que le pain va lever, la pâte va lever pour former le pain. Pourquoi? Parce qu'il y a une fermentation grâce aux levures qui produisent du CO2 et donc ça fait gonfler la pâte. La pâte gonfle si elle est élastique, c'est-à-dire si elle a un niveau de gluten suffisant. Et enfin, il y a les oses résiduelles fermentées cibles, le saccharose et le glucose, jusqu'à 2%. Ils sont assimilés rapidement par la levure. Cette levure va donc transformer ces oses fermentées cibles en CO2 qui va permettre de faire lever la pâte. On a aussi des matières grasses, mais il y en a très très peu dans la farine. Ils sont néfastes pour la conservation de la farine. Et enfin, le taux de matières minérales, essentiellement du phosphore, du potassium, du magnésium. La plus grande partie est située dans les enveloppes à l'extérieur. Et dans les germes supprimés par la mouture, elles servent à déterminer, donc ça c'est très important, la qualité et la pureté d'une farine, ainsi que son type, par exemple le type 45 ou le type 55. Vous avez des traces de cellulose et des traces de vitamines. Présence d'allergènes au niveau de ces farines. Alors, présent dans le produit, alors bien évidemment, on a des allergènes pour ceux qui sont allergiques au blé, oui, dans la farine. Présent dans d'autres produits fabriqués sur la même chaîne, parce qu'une usine peut avoir différentes chaînes, ou alors présent dans la même usine, tout simplement. Donc, vous avez des résidus d'arachides, fruits à coque type noix, graines de sésame. Donc, tout ça, c'est une liste d'allergènes. Tout dépend dans quelle entreprise on se trouve, en fait. Alors, les farines complémentaires. Donc, il y a des décrets qui définissent la nature, la qualité, la composition, les fabrications. Donc, toutes ces caractéristiques propres aux farines. Donc, un décret de 93, le décret Balladur, destiné à distinguer les vrais boulangers des cuiseurs de pain industriels. Donc, vraie boulangerie et boulangerie industrielle. Il stipule que peuvent être seuls mis en vente ou vendus sous la dénomination de pain maison. Donc, voilà, vrai boulanger. Ou sous une dénomination équivalente, les pains entièrement pétris, façonnés, cuits sur le lieu de vente. L'article 2 fixe les conditions requises pour certaines appellations plus limitatives, peuvent seules être mises en vente, vendues sous la dénomination de pain de tradition française. Les pains donc, qui n'auront subi aucun traitement, pas de surgélation, aucun additif, exclusivement d'un mélange de farine panifiable, de blé, d'eau, de sel de cuisine. La fermentation doit être obtenue par l'action d'une levure. Les seuls améliorants utilisés permettant d'activer la fermentation, apportant des sucres fermenticibles, sont la farine de fèves, la farine de soja, la farine de malt de blé. Donc ça, c'est des pains maison ou des pains de tradition française. D'accord ? Depuis, sont autorisés, bien évidemment, des pains non traditionnels. Non traditionnels, bien évidemment, à l'inverse des pains maison ou des pains de tradition française, ceux-ci auront beaucoup plus d'adjuvants, d'additifs, l'acide ascorbique, la glucose oxydase, des amylases fongiques, des hémicellulases, la cystéine, etc., des conservateurs. Bon, voilà. Alors, autre définition, les farines au malt de blé. Alors tout d'abord une définition du malt. Le malt, c'est une céréale germée.
Céréales germées, hein, c'est très important en brasserie, mais là on est en meunerie. Le maltage, définition, c'est une opération qui consiste à reproduire de façon industrielle le développement naturel d'une céréale. Alors normalement la céréale, c'est le grain qui va se développer en plante par germination. Donc là on va le reproduire, cette germination, mais de manière industrielle, afin que justement lors de cette germination, eh bien, le grain soit amené à produire des enzymes qui vont aider à dégrader par exemple l'amidon, qui servira à libérer des oses qui vont donner de l'énergie à la future plantule. Donc ça, on essaye de l'induire de manière industrielle. Pour la fabrication du pain, c'est-à-dire la panification d'une farine, les levures ajoutées à la farine ont besoin que le polysaccharide présent dans cette farine, c'est-à-dire l'amidon, soit prédécoupé. En effet, le pool enzymatique de la levure est insuffisant pour les étapes préliminaires. Il va donc falloir fournir quelques enzymes, soit des enzymes purifiées ou alors extraits de céréales germées. Et c'est là qu'interviennent les céréales germées. C'est-à-dire soit vous rajoutez des enzymes pures, soit vous dites, bah non, je vais rajouter quelque chose de plus naturel, je vais rajouter à mes grains, je vais rajouter d'autres céréales, mais qui sont, elles, germées et qui contiennent donc les fameuses enzymes. Et donc, on rajoute les céréales germées aux levures. Alors, exemple d'enzymes intéressantes, les alpha-amylases, les bêta-amylases. Elles sont proches du germe et leur substrat, ce sont les liens glycosidiques au niveau de l'amidon. D'accord ? Et elles vont produire des maltoses et des dextrines. Alors, on aura par exemple des farines de fèves ou de soja. Avantage, elles apportent des enzymes oxydantes, elles augmentent la force de la pâte, elles augmentent le volume des pains, elles activent la fermentation de la pâte, elles favorisent la coloration de la croûte. Inconvénient, principalement en pétrissage, donc le blanchiment excessif de la pâte et de la mie de pain, altération de la faveur et de la saveur du pain. Contrôle de respect des risques sanitaires. On se réfère à une norme. On a déjà parlé de cette norme tout à l'heure dans le cours sur le blé. Cette norme s'applique à la farine de blé destinée à la consommation humaine. Voilà, la farine de blé et tous les ingrédients lui étant éventuellement ajoutés doivent être sains, propres à la consommation humaine. Tout comme le produit de base, la farine de blé doit être totalement exempte d'odeur, de goûts anormaux et d'insectes vivants. Donc voici les maximums autorisés. Pour ce qui est de l'eau, maximum 15% en pourcentage massique. Les métaux lourds, absents. Les résidus de pesticides, limite maximale de résidus fixée par la commission du Codex Alimentarius. Et il en est de même pour les mycotoxines. Les additifs alimentaires, donc là aussi, on a des maximums autorisés. Contrôle pour la meunerie. Alors tout d'abord des contrôles physiques. Le fifth test, le test de saleté, consiste à dénombrer au microscope les poils de rongeurs, les insectes entiers, les fragments d'insectes, en nombre de fragments pour 50 grammes de farine. Ça dépendra de la destination de la farine, avec un maximum de 75 fragments pour 50 grammes. La granulométrie, en pourcentage de masse, on avait déjà fait ce TD ensemble, sur la granulométrie où on avait les différents tamis et on pouvait calculer le pourcentage massique par rapport à la masse totale. Donc la granulométrie d'une farine se détermine par tamisage ou par diffraction laser. On exprime chaque fraction retenue par le ou les tamis en pourcentage par rapport au poids de la farine testée. On considère généralement que la limite entre semoule et farine se situe à 160 micromètres. Le poids spécifique, autre caractéristique mesurée pour la meunerie, le PS, c'est la masse d'un litre de grain. D'accord ? Donc s'exprime souvent en kilogrammes par hectolitre. Pour le meunier, une valeur minimum est de 75 kg par hectolitre. Il donne une indication sur la quantité de farine contenue dans un grain et donc sur le rendement de cette farine. Les contrôles chimiques. Le taux d'humidité, le pourcentage en masse, la teneur en eau ou humidité est un des plus importants paramètres, permet d'évaluer la conservation des farines et donc de rapporter certains résultats sur la matière sèche. Connaissant le taux d'humidité, on aboutira donc au taux de matière sèche et tous les résultats pourront alors être relativisés à ce taux de matière sèche afin bien évidemment de pouvoir comparer ces différents résultats à différentes humidités. Autre paramètre mesuré, le taux de cendre,
celui-ci est ultra important, il revient souvent en annales. C'est le pourcentage des masses sur la matière sèche. Alors le taux de cendre, c'est le pourcentage donc de matière minérale qui vient principalement du son, donc de l'enveloppe du grain. La méthode de référence est renseignée au niveau d'une norme, la norme AFNOR, et ce taux de cendre s'obtient après calcination à 900 degrés Celsius. Le taux de cendre dans 100 g de matière sèche est le critère de classification de la farine de blé tendre. Donc c'est comme ça qu'on classe les différentes farines. Plus la farine est épurée, plus le taux de cendre est faible. Épurée, c'est-à-dire plus on a enlevé du son, d'accord? Plus le taux de cendre est faible, c'est-à-dire plus la quantité de matière minérale est faible, d'accord? Et donc le taux de cendre est faible. Par exemple, si vous avez un taux de cendre en pourcentage de matière sèche inférieur à 0,5, vous êtes une farine de type 45, et cela va servir pour réaliser des pâtisseries, des viennoiseries. Si vous êtes compris entre 0,5 et 0,6%, donc entre 0,5 et 0,6, on a par exemple 0,55, on dira alors qu'on est du type 55, ça servira à faire des pains ou des biscuits. D'accord? Le pain complet, lui, puisqu'il est complet, ça veut dire que la farine est plus complète, c'est-à-dire qu'elle est plus fibreuse, elle contient plus de matière minérale. Et vous avez vu que là, on a un pourcentage par rapport à la matière sèche qui est supérieur à 1,4, donc on a du type 150, c'est de la farine complète. La teneur en protéines, en pourcentage des masses de protéines sur la matière sèche, relativisée à la matière sèche, les protéines forment le réseau de gluten dans la pâte, et c'est déterminant ainsi ses propriétés rhéologiques. Je vous rappelle que les propriétés rhéologiques, c'est les caractéristiques qui permettent à la future pâte de donner un meilleur pain, notamment l'élasticité, la viscosité, etc. Et c'est ces protéines qui vont induire toutes ces caractéristiques rhéologiques propres à la pâte. Leur quantité de protéines et la qualité des protéines conditionnent totalement l'aptitude boulangère de la farine. C'est-à-dire, est-ce que ça va être une bonne pâte? On dispose de deux méthodes, bien évidemment la méthode de Geldahl. Il y a une norme qui est très précise mais qui est longue et coûteuse. Autre méthode, par infrarouge, rapide, économique, mais moins fiable. Et la valeur moyenne de ces protéines est de l'ordre de 12%. La teneur en gluten, en pourcentage des masses sur la matière sèche, on oppose les protéines solubles, albumine, globuline, aux protéines insolubles dans l'eau, gluténine, prolamine, capables, au cours du pétrissage, de se souder pour former une matière plus ou moins molle et élastique qu'on appelle le gluten. Donc voilà comment on obtient le gluten. Ce dernier, donc le gluten, va déterminer en grande partie les caractéristiques rhéologiques de la farine. Donc c'est ce gluten qui va donner toutes les propriétés de la pâte, qui va donner le pain. Et on va doser ce gluten après séparation manuelle de l'amidon. Alors comment on obtient le gluten? Donc là en dessous vous avez des photos. Le gluten peut être séparé de l'amidon en pétrissant une petite quantité de pâte. Donc d'abord on part de la pâte sous un filet d'eau. L'amidon est peu à peu entraîné par l'eau et il ne reste finalement qu'une masse compacte, blanc crème, donc qui est ici, souple, extensible, élastique, c'est le gluten. Il suffira de définir sa masse pour avoir le pourcentage par rapport à la masse des matières sèches. Et le résultat en pourcentage massique est de 8,5 à 12,5% de gluten sec. Combien on est? 23 minutes. Alors je vais m'arrêter là et je continuerai dans une autre partie. Alors, ici, hop, c'est technique. À bientôt.